Vous avez entendu cet après-midi plusieurs présentations axées plutôt sur la question de l'influence de la technologie sur l'évolution de la gestion des services, l'influence de la technologie sur comment on va fournir des services, l'influence de la technologie sur comment on va soutenir les processus et la manière de gérer les services. Moi, je vais prendre les choses par l'autre bout. Moi, je vais parler plutôt de nous-mêmes. Nous, les gestionnaires des services, les informaticiens, des êtres humains, en tout cas dans quelques cas, comment est-ce que nous, comme on dit en anglais, les knowledge workers, ceux qui travaillent avec le cerveau, avec l'expérience, plutôt que le travail manuel, comment nous allons travailler dans le futur. Et donc, ma présentation, le futur est lean, yes, you can ban. Puisque le futur n'est que l'ombre du passé, je vais commencer par le passé pour expliquer, pour encadrer ma présentation. Il me semble que dans le passé, dans la gestion des services, on a trois grandes étapes qui correspondent plus ou moins aux trois versions d'ITIL. Tout d'abord, il y avait le principe du partage des pratiques. Donc, avec l'introduction à la fin des années 80, la question comment est-ce qu'on va partager nos connaissances, nos expériences, nos pratiques pour mieux gérer les services au lieu de réinventer la rue chaque fois. Et c'était génial, c'était magnifique. Et puis, avec la version 2 d'ITIL, il y a la question comment est-ce qu'on va normaliser le travail? Comment est-ce qu'on va utiliser des processus qu'on va réutiliser et chaque fois qu'on gère quelque chose pour améliorer chaque fois notre travail, pour mieux mesurer notre travail. Et donc, il y avait tout un modèle de processus qui a été introduit. Et puis finalement, avec la version 3 d'ITIL, il y a la question du périmètre de la gestion des services. On avait dit, ce n'est pas limité aux incidents, aux changements, aux problèmes, etc. Il y a tout un cycle de vie des services. Et donc, pour correctement gérer des services, il faut regarder pendant tout le cycle de vie des services. D'accord? Et je trouve que c'est absolument magnifique, tout ce travail qui a été fait. On avait utilisé ces trois versions d'ITIL pour faire des énormes avances dans la gestion des services. Et pourtant, je pense qu'il reste aujourd'hui un certain nombre de défis, des défis assez importants pour la gestion des services. Tout d'abord, je pense qu'il y a une certaine rigidité dans les cadres méthodologiques qu'on utilise aujourd'hui. Ensuite, il y a une grande question de la vitesse de notre travail. Et puis, il y a cette question de l'amélioration continue. Comment véritablement améliorer nos services en continu. Donc, je vais discuter de ces trois défis pour comprendre dans quel contexte je vais proposer une solution. Alors, en ce qui concerne la rigidité, ce que je veux dire par ça, c'est que ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'innovation en ITIL ou COBIT ou encore d'autres cadres de méthodologie. Ce que je veux dire, c'est que depuis 35 ans, on a beaucoup de conseils, mais très peu de ces conseils ont évolué. Ce qui a été valable en 1989 reste ce qui est déjà conseillé aujourd'hui, 35 ans plus tard. Il y avait quelques changements, mais pas beaucoup, d'accord? Il y avait un certain conservatisme dans les publications ITIL qui ne convient pas toujours à l'évolution dans d'autres domaines, qui est important pour nous. C'est comme s'il y a un plafond dans l'innovation et il faut qu'on trouve maintenant une manière de passer au-delà de ce plafond. Et donc je pose ma première question, comment passer au-delà de la performance basée sur les cadres, ce que j'appelle traditionnels, comme ITIL. Donc ça, c'est pour la rigidité. Ensuite, il y a la question de vitesse. Et pour la vitesse, je parle principalement de comment améliorer le délai de production. En anglais, le lead time, c'est-à-dire le temps pour exécuter un cycle d'un processus. Comment faire plus rapidement? Ce qu'on constate,
c'est que si on regarde dans les définitions des processus selon ITIL, il y a très souvent les objectifs, les buts qui ont été définis, qui combinent le besoin d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure gestion des risques, tout en améliorant la vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité quand on met en place des processus qui s'inspirent d'ITIL? Ah, pour le contrôle, on est très fort. Pour la gestion du risque, on est très fort. Mais en ce qui concerne comment faire pour faire le travail plus rapidement, là, on fait très bien, très peu. Et des fois, on dit, OK, si on va faire le travail plus rapidement, comment on va faire? On va utiliser des outils, on va utiliser les logiciels, on va mettre en place des automatismes pour gagner en vitesse. Je ne suis pas sûr qu'on a des gains très importants sur cette base-là. Et donc, la question est comment accélérer la fourniture de services tout en gardant les niveaux de qualité. Et pour le troisième point, l'amélioration continue. Je vais vous poser la question. Qui ici, dans votre entreprise, qui a une solution structurée en place pour l'amélioration continue, avec des processus, et des rôles et des responsabilités? Qui a quelque chose? Deux, c'est bien. Maintenant, qui réalise des améliorations continues? Je ne veux pas dire de temps en temps on fait une amélioration ici ou là, mais plutôt sur la base de ces systèmes structurés et planifiés et gérés qu'on réalise régulièrement des améliorations continues. C'est pas... À moitié. D'accord, mais j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même un gros problème. On dit, c'est nécessaire, il faut le faire, on est d'accord sur le principe, mais dans la réalité, est-ce qu'on arrive à le faire ou pas? Et je pense que là aussi, il y a un problème. L'approche d'ITIL, je trouve assez boiteuse. ITIL rajoute une couche de gestion. Ce n'est pas inhérent dans les activités, c'est plutôt quelque chose qu'on ajoute en 5e phase dans le cycle de vie des services. Il y a des rôles, il y a des responsabilités et qui sont superposés sur les autres processus, au lieu d'avoir une amélioration continue qui est inhérente dans les processus. Et donc, comment identifier et régulièrement mettre en œuvre des améliorations en tant que résultat naturel du travail quotidien, plutôt que d'ajouter encore une couche de contrôle, encore des processus et encore des rôles et des responsabilités. Alors, je pose 3 questions par rapport à l'état aujourd'hui de la gestion des services. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces questions? Alors, j'ai une petite proposition. C'est de profiter de l'approche Kanban. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de Kanban? Donc, environ les 2 tiers, d'accord? Est-ce que quelqu'un ici utilise Kanban dans son entreprise? Environ, on va dire 10-15%, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise Kanban pour la gestion des services informatiques? Et voilà. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Alors, Kanban, pour ceux qui n'ont pas vraiment de connaissances, Kanban, c'est un mot japonais. Le mot veut dire carte, comme ça. Et ce mot a été appliqué surtout dans le contexte du système de production de Toyota, qui a été utilisé pour gérer le flux de travail et améliorer la production. Et Kanban est devenu assez important dans le monde de l'industrie, dans la production, pour améliorer la manière de produire, de créer, d'industrialiser les choses. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui a duré environ 40 ans pour développer ce système. Après, les autres ont regardé et ont dit, mais ça c'est chouette là, ça c'est bien. Comment est-ce qu'on peut profiter de Kanban
dans d'autres domaines, et surtout dans le domaine du knowledge work, le domaine de l'informatique, par exemple. Et il y avait un travail qui a été fait déjà dans les années 90 par Donald Reinertsen pour adapter Kanban aux besoins du développement des produits. Comment faire le design d'une voiture, par exemple. Et puis, dans les années 2000, il y avait un travail par David Anderson pour adapter Kanban aux besoins du développement des logiciels. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut adapter Kanban aux besoins de la gestion des services informatiques. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce Kanban? En fait, il y a 6 pratiques de base qui sont la fondation de Kanban quand on parle de Kanban pour le knowledge work. Visualiser le travail, gérer le flux de travail, limiter le travail en cours, rendre explicite les politiques, mettre en œuvre les boucles de contrôle et collaborer afin d'améliorer les services et d'évoluer expérimentalement. Donc on va voir maintenant en plus de détail chacun de ces points. D'accord? Alors, en ce qui concerne le travail, le knowledge work, on ne peut pas travailler comme dans une chaîne de production où on fabrique des voitures. Au lieu, on utilise les cartes Kanban sur des tableaux, comme on voit là. Et sur ces tableaux, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on crée des colonnes qui correspondent aux différentes étapes dans le flux de travail. Et l'idée, c'est que chaque équipe a son propre tableau Kanban et a ses propres étapes dans le travail de l'équipe. Et on met les cartes qui correspondent aux différents éléments de travail dans les colonnes correspondantes, qui permet de visualiser tout le travail qui est en cours, le travail qui est en attente, et, dans certaine mesure, le travail qui a été déjà exécuté. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, les cartes passent de colonne à colonne. Donc, on a une gestion du flux de travail. Maintenant, principe de limiter le travail en cours. On parle typiquement de work in progress, le WIP. Le travail en cours, c'est combien de personnes, combien de tâches est-ce qu'une personne ou une équipe devrait faire au maximum à un moment donné. Donc avoir une limite sur le travail en cours, au lieu de simplement accepter tout ce qui vient et avoir beaucoup de choses sur l'assiette qu'on gère mal. Alors, pour montrer exactement ce que c'est ce principe de limiter le travail en cours, je vais demander à vous de faire le travail et pas à moi. On va faire 2 simulations des services, d'accord? On va se baser sur un modèle qui a été créé par un certain M. Henrik Kleiberg pour un service qui est l'écriture des prénoms. Donc voici le service, il y a des clients et puis il y a un fournisseur de services. Le fournisseur de services va écrire des prénoms pour les clients, d'accord? Il va écrire des prénoms sur un Kanban, sur une carte, d'accord? Et c'est ça le service, donc c'est tout simple, d'accord? À votre avis, il faut combien de temps pour rendre un service? Un client vient dire, écrivez-moi mon prénom. Il faut combien de temps pour faire ça? 2 semaines? Un jour? Combien de temps? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est raisonnable? 2 minutes? 2 minutes? 2 minutes. Une autre idée? Combien de temps faut-il pour écrire un prénom? Avec quoi l'écrire et sur quoi l'écrire? Sur la carte. C'est quand même assez vite fait. C'est vite fait. D'accord? Ok. Maintenant, de quoi dépend cette vitesse de service? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la durée du service? Ça dépend de quoi?
La disponibilité du papier. D'accord. Quoi d'autre? Qui marche. D'accord. Donc, ça, des différents facteurs qui influencent le service. Maintenant, on va voir comment ça marche. D'accord. Donc, on va simuler le travail selon deux politiques différentes. D'accord. Donc, j'ai besoin... Est-ce que quelqu'un avait déjà fait cette simulation? Non. D'accord. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le rôle du fournisseur de service. Qui veut jouer le rôle de fournisseur de service? Allez, allez, Mustafa, bien, très bien. Et maintenant, j'ai besoin des clients. J'ai besoin de 5 clients. 5 clients, pas tous en même temps. Venez seulement, 2, encore 3, encore 2 clients, encore 2 clients. Il y a qui? Voilà, venez, voilà, ok, bravo, parfait, ok. Donc, on a des clients, on a un fournisseur de services, d'accord? Donc, selon les principes de Kanban, il faut expliquer clairement, rendre visibles les politiques, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner dans ce service? Quelles sont nos politiques? Alors, on va adapter 2 politiques. Un client ne doit jamais attendre. C'est normal, hein? Vous aimeriez faire attendre les clients, oui ou non? Qui est pour oui? Qui est pour non? C'est normal, ok, on ne fait pas attendre les clients. Et puis, on va démarrer le service aussitôt que possible pour terminer dès que possible. C'est normal. Le client demande un service, on veut se mettre au travail dès que possible pour terminer plus tôt. On est d'accord? Voilà, c'est typiquement comme ça qu'on travaille aujourd'hui dans beaucoup de contextes. Donc ça, c'est nos politiques. Il faut en tout prix respecter ces politiques. Vous allez poser la question, que joue le rôle de Robert? Robert, c'est la gouvernance. Il va vous obliger de respecter les politiques. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va travailler? Alors, le processus, c'est le suivant. Venez les clients, venez. Mettez-vous autour de la table. Voilà. Alors, les clients, chaque client va avoir une carte. Alors, il faut m'écrire votre prénom dessus. D'accord? Et puis, quand on est prêt, on n'est pas encore prêt, vous allez noter en fait l'heure de début de la demande de service. D'accord? Et vous allez tendre vos cartes au fournisseur. D'accord? Alors, naturellement, vous ne connaissez pas le fait qu'il y a d'autres clients, donc tout le monde va tendre des cartes en même temps. D'accord? C'est normal. Et puis, la politique, c'est que on ne va pas les faire attendre. Il faut répondre à la demande aussi rapidement que possible. Donc, les clients vont annoncer le prénom au fournisseur. Et c'est quoi le service? D'écrire le prénom. Donc, comment on va faire? On va demander à chaque client d'épeler son prénom. D'accord? Donc, par exemple, si on a 3 clients, Marc, Luc et Mathieu, on va faire lettre par lettre. D'accord? Donc, le client 1, il va dire M, le client 2 va dire L, le client 3 va dire M. Et puis, on recommence. Le client 1 va dire A, le client 2, U, le client 3, A. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on avait terminé et on avait épelé tous les noms, et le fournisseur va avoir l'occasion d'écrire les prénoms. Une fois que le fournisseur a terminé l'écriture d'un de ses prénoms, il va tendre la carte, rendre la carte au client, et le client va noter l'heure pour voir combien de temps il fallait pour écrire le nom. D'accord? Donc ça, c'est comment on va fonctionner. Ça, c'est le service. Est-ce que tout le monde est au clair? Pour vous aider, on va mesurer. D'accord? OK. Donc, juste, peut-être le plus simple, c'est qu'au lieu de faire début et fin, on va simplement noter la durée, parce que tout le monde va commencer à 0. D'accord? OK. Donc, toi, tu vas écrire sur les cartes les prénoms.
D'accord? Sur les cartes ou sur le papier? Chacun va te donner sa carte et tu vas écrire sur la carte de chacun le prénom que la personne te donne. Les lettres par lettre. OK? Juste pour les besoins de cet exercice, je vais vous demander de ne pas utiliser votre propre prénom. D'accord? Ah, j'avais triché, c'est dommage. D'accord? Juste de donner un autre prénom. OK? Est-ce que tout le monde est au clair sur comment ça va marcher? Allez. Start. Allez-y. Pierre-Yves. Non, Non, mais non. P. Non, 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 tu gardes les cartes. Ah, je les garde. Tu gardes les cartes. Ah, ça va être drôle. Ok. Allez-y, allez-y, allez-y. L. I. Mélangez-vous. A. A. U. Non. U. Non, non. Je l'ai fait dans l'ordre. Hein. A. E. Ah ouais, d'accord. Bon, là, B. je peux l'écrire, sinon. B. U. C. U. Il y en a 52 minutes. R. Ok, d'accord. Non, mais. Ouais, ok. Admettons. C'est à moi. I. R. Non, une seconde. Ok. Next. Attends, Tu l'as? S. C'est complexe. S. C'est pas la bonne. I. Au fond. I. C au Ouais, fond. c'est un mix. C au fond. Et. C. Celui-là, j'ai un C'est fini. Et E. Fini. E. 1957. Ah, c'est pas grave. Ouais. Ici, E. Celui qui est terminé ici. Cette valise. Est-ce qu'il est très bien terminé ce moment? Et ça, c'est bon. Ouais. Depuis longtemps déjà. Alors, allez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il faut payer maintenant. OK. Donc, on va dire qu'il a fallu 2 minutes et demie environ pour faire 5 prénoms. Et donc, il a fallu 20 secondes, 1 minute 50, 47 secondes, 1 minute 45 et 2 minutes 15 pour les différents prénoms. D'accord? Alors, je vais montrer ça après. D'accord? OK. Maintenant, on va faire différemment. On va faire un autre processus. Avec d'autres politiques. Au lieu d'avoir un système où le client pousse sa demande de travail sur le fournisseur et qu'il attend que le fournisseur va répondre aussi rapidement que possible, on va limiter le travail en cours et faire un système où c'est le fournisseur qui tire la demande quand il est prêt à faire le travail. Donc, on va dire qu'il y a une personne chez le fournisseur et on va limiter le travail en cours à un client à la fois. D'accord? Donc, d'autres politiques, une autre manière de faire. Comment est-ce que ça va marcher? Le fournisseur va demander au client suivant sa carte. Donc, il y a de nouveau une série de cartes. Canal. Merci. D'accord? Et puis, le client va noter l'heure. Donc, je vais remettre l'horloge. Et puis,
tendre la carte au fournisseur, et puis le client va dire son prénom au fournisseur, et le fournisseur va l'écrire. Et puis, le fournisseur va vendre la carte au client, et le client va noter le temps nécessaire pour écrire le prénom. D'accord? Et puis, on va refaire la même chose pour le client suivant, et ainsi de suite. Donc, on va faire un client à la fois, on va faire tout le travail avant d'avancer au suivant. Donc, ça, c'est notre principe pour le travail. D'accord? Tout le monde est au clair sur comment ça va fonctionner? Alors, On change le prénom ou... on va changer le prénom. D'accord? Vous donnez encore un autre prénom cette fois-ci. D'accord? Donc, c'est toi qui détermine le rythme des choses. C'est toi qui demande la carte suivante. D'accord? D'accord. OK? On y va. Je commence par créative. Antoine. Monsieur. 7. Oui. Bon, 7. Marcel. 8. Erwan. 12. Henri. Il y en a déjà. Un acheté, deux offerts. Non, deux achetés, un offert. 10. Alors, donc, on a pour 10, 12, 8, 7 et 7. Donc 14, 22, 32, 44 secondes. 44 secondes, 47 secondes là, pour faire ce travail par rapport à l'autre qui a duré presque 3 minutes. D'accord? Merci beaucoup les clients et le fournisseur. Je vous laisse régler ce note après. D'accord? OK. Donc, typiquement, on a ce genre de résultat. D'accord? Donc, on a une série de prénoms qu'on essaie d'écrire simultanément et ça dure un certain temps. Et puis après, dans le deuxième cas, on fait l'une après l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, dans le deuxième cas, le progrès est visible. Si on met une carte sur le tableau Kanban et on montre l'évolution des choses, le progrès est visible. On sait où on est. On sait combien on avait fait, combien reste à faire, qu'est-ce qui est en cours. D'accord? Tandis que dans le premier cas, on n'a pas vraiment de visibilité sur quand on va avoir terminé. On est incapable de répondre à la question principale du client, quand est-ce que je peux avoir le résultat? D'accord? Ensuite, on note que ça dure beaucoup plus longtemps quand on essaie de faire 5 choses à la fois, plutôt que de faire une chose à la fois. D'accord? Et ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que là, on avait fait, c'était une facture de 1 à 3 environ. Ça veut dire que le même ressource peut faire 3 fois plus de travail dans le même temps, si on organise le travail différemment. Alors vous allez dire, oui, mais bon, c'était la première fois, on n'a pas encore eu l'occasion d'améliorer la manière de gérer des choses. Ok, ainsi soit-il. Admettons qu'on a le cas idéal, donc on fait le travail parfaitement. À ce moment-là, quelle est la différence? On n'a toujours aucune visibilité sur les dates de livraison au milieu du travail dans la première partie, tandis que dans la deuxième partie, on sait déjà ici, si eux demandent quand est-ce que je peux avoir le travail, on dit voilà, il faut environ 7, 8, 9 secondes pour faire le travail, vous êtes la 5e en position, donc dans 40 secondes vous aurez le résultat. D'accord? En ce qui concerne les erreurs, quand on écrit un nom, et il faut attendre 2 minutes 47 secondes pour avoir le résultat,
Et puis on constate qu'il y a une erreur, le service n'a pas été exécuté correctement, il faut revenir en arrière. Et puis le fournisseur de service va dire, mais j'étais où? J'étais en train de faire beaucoup de choses, alors c'était quoi le problème? C'était quoi exactement? Il doit prendre du temps pour reconstruire le contexte, mieux comprendre ce qui se passait, pour enfin corriger. Tandis que le délai pour détecter les erreurs en production, dans la deuxième manière de faire, c'est beaucoup plus court. Et c'est ce qu'on vient de faire. Je viens de faire quelque chose, c'est pas bon, mais je sais pertinemment ce que je viens de faire. Et probablement, je vais être capable de mieux détecter comment le corriger, et ceci plus rapidement. D'accord? La valeur est réalisée plus tôt. À part client E, tous les autres ont reçu la valeur du service beaucoup plus tôt. D'accord? Et donc, on a des énormes avantages de travailler avec une limite du travail en cours, quand le travail est tiré plutôt que poussé. Je vais aborder la troisième question, et puis après c'est le cocktail. D'accord? Donc collaborer afin d'améliorer. Le principe de Kanban, collaborer afin d'améliorer. L'idée, c'est qu'on a ce tableau Kanban avec le flux de travail, avec les différentes cartes qui sont affichées pour montrer où on est, d'accord? Et puis, une fois par jour, les gens se mettent autour du tableau, typiquement au début de la matinée, et on prend 5 minutes, 10 minutes, grand max, pour voir où on est, et surtout pour détecter où sont les choses qui clochent, où est-ce que le travail est bloqué, et déterminer comment on peut faire pour améliorer ça, pour débloquer des choses, pour avancer le travail, pour accélérer le flux de travail. D'accord? Et puis, une fois par mois, éventuellement tous les 2 mois, tous les 2 semaines, on va avoir une autre réunion qui pourrait durer 1 heure pour voir tous ces différents cas qui ont été identifiés pendant ce qu'on appelle le stand-up, la réunion de chaque matinée, pour voir, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour éliminer les causes de ces problèmes? D'accord? Et donc, chaque équipe va gérer ses propres tâches selon ses propres processus, selon ses propres besoins, en fonction de ses propres compétences et expériences, et trouver ses propres moyens pour améliorer tout naturellement en continu le travail. Donc, en résumé, Kanban nous aide à adapter prestement le travail à chaque contexte, parce qu'on ne demande pas à tout le monde de travailler exactement de la même manière, on demande à chaque équipe de déterminer la meilleure manière de faire pour cette équipe-là, et de trouver des manières d'identifier et corriger elle-même des problèmes. Kanban nous aide à améliorer très nettement la vitesse de traitement, vous avez vu même, mais maintenant, c'est assez facile d'extrapoler cette petite expérience au travail quotidien de la gestion des changements, la gestion des problèmes, la gestion des mises en production, la gestion de la capacité, etc. Et puis, Kanban permet d'identifier beaucoup plus naturellement les occasions à saisir afin de faciliter les améliorations des services. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je trouve que le futur pour nous, les gestionnaires des services, nous, les informaticiens, passe par Kanban. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, vous avez le temps pour poser des questions et pour m'expliquer. C'est très bien, mais ça ne peut jamais marcher chez nous. D'accord? Je suis très content d'entendre ces remarques et entretenir une discussion avec vous. Merci beaucoup. C'est mon record. Voilà. Alors, les personnes qui travaillent au sein d'une équipe Oui. en remote,
n'ont pas forcément accès au tableau qui Tout à est fait. mis à jour par la personne. Tout à fait. On a deux approches pour résoudre ce problème. La première approche est la virtualisation du tableau. Il y a toutes sortes de logiciels qui existent aujourd'hui pour faire des tableaux Kanban virtuels. Donc, ça permet d'avoir des gens qui travaillent à distance. La deuxième approche qui est utilisée dans certains cas, c'est de déléguer quelqu'un qui est sur place pour faire le travail, pour communiquer avec la personne qui est à distance. C'est peut-être un peu moins efficace, mais c'est utilisé dans certaines équipes. Même si on a un logiciel en place, c'est conseillé d'utiliser le logiciel avec le tableau physique. Parce que ce qu'on constate, c'est que tout de suite, le fait de visualiser le travail permet à une équipe donnée de faire des améliorations sur l'ordre de 20 à 30% de la productivité. C'est étonnant, mais c'est vrai, je n'invente pas ces chiffres. Quand on commence à faire le limite dans le travail, avoir une limite qui est typiquement une chose par personne, c'est la limite théorique, mais en réalité, ça va être un peu plus que ça. Donc si on a par exemple une équipe de 5 personnes, peut-être on va faire 7 choses à la fois pour les 5 personnes, ce genre de choses, d'accord? Si on travaille comme ça, les équipes qui ont bien mis en place Kanban, typiquement vont réaliser des améliorations de productivité de 100 à 200%. Donc c'est vraiment très important comme amélioration. J'ai une question pour vous embêter. Est-ce que le directeur général a droit à une Kanban d'une autre couleur? Il a typiquement, il a son équipe, il a un certain nombre de personnes qui font partie de son équipe, et eux, ils vont regarder des choses au plus haut niveau des programmes, au niveau des stratégies, des initiatives. C'était pas le sens de la question, c'est Oui. comment vous gérez une priorité qui est décidée, comme par exemple un ticket VIP, parce qu'elle est demandée par quelqu'un qui est plus influent qu'un autre client. Si vous avez un client que vous jugez plus important, parce qu'il est par exemple le directeur général, Oui. vous allez devoir répondre plus vite dans l'organisation. Comment vous gérez en fait cette demande dans l'organisation du travail des Oui. gens? Ok, je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière cette question. L'ennemi le pire du flux de travail, c'est le manager qui vient dire « Ah, il y a un truc spécial, il faut faire ça maintenant. Il faut laisser tomber ce qu'on est en train de faire et faire ça plutôt. » C'est la spécialité des directeurs, non? Voilà. Donc, en principe, en théorie, c'est à exclure ce genre d'ingérence. Mais on sait très bien que c'est pas possible. Donc, dans la priorisation des différentes tâches qui sont en attente, on a un certain type de priorité qui permet de faire passer une tâche tout de suite. D'accord? C'est la couleur différente. Avec une couleur différente pour montrer. Et normalement, on le limite à une tâche. Donc si par exemple on a le droit de faire 7 choses à la fois, on dit ok, ça c'est le terme utilisé, c'est je ne sais pas comment on dit en français, expedite. En tout cas, on peut faire une à la fois. D'accord? Mais c'est déjà problématique de le faire parce que ça va ralentir tout le reste. Et ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde de le faire. Mais des fois, on ne peut pas faire tout. Donc on accepte que ça peut arriver. C'est un exercice qu'on pratique ponctuellement Oui. sur un certain temps et après éventuellement on le repratique quelques mois après ou... En fait, c'est une évolution très simple. Un des grands avantages de l'approche Kanban, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre. Vous commencez avec ce que vous faites déjà. Vous ne changez pas l'organisation, vous ne changez pas vos processus. Votre processus, vous mettez dans les colonnes, et puis vous faites le travail. Et puis, pragmatiquement, vous allez voir où sont les problèmes, où est-ce qu'on a une tendance d'avoir des goulots d'étranglement.
comment est-ce qu'il faut adapter le nombre de tâches en cours permissibles? Où est-ce qu'il faut faire une tâche bidon? Parce qu'il y aura toujours un goulot d'étranglement dans un processus. L'idée, c'est de l'identifier et de le gérer par la suite. Et Kanban permet de faire ça directement et de l'adapter très facilement, très agilement, au fur et à mesure que les conditions changent. Pour faire un parallèle, pour le pratiquer dans le cadre de la gestion des incidents, par exemple. L'incident, c'est un événement qui vient perturber... C'est une bonne question. La gestion des incidents, à mon avis, c'est un cas un peu spécial, dans le sens où on a souvent beaucoup d'incidents qui sont relativement vite résolus. Et donc, le travail de créer une carte, d'afficher la carte dans la bonne colonne, de déplacer la carte, c'est trop par rapport à l'effort. Et donc, l'adaptation de Kanban pour les besoins de la gestion des services doit prendre en compte ce cas particulier. On en est conscient. Et donc, dans l'état actuel, ce qui est préconisé, c'est un système hybride entre le système existant pour gérer les tickets pour les incidents avec le système du tableau Kanban. Mais ce n'est pas idéal et je pense qu'on a un travail à faire pour optimiser ça dans le futur. Est-ce que dans ce cas-là... Comment vous gérez l'ordre d'affectation des tâches en fonction des délais, des différentes gravités? Il n'y a pas de délai pour les tâches. Vous faites le travail dès que possible. Vous avez une tâche, vous faites le travail. D'accord? On ne fixe pas des délais pour faire chaque tâche. Ce qui compte par rapport au client, c'est quand est-ce qu'on rend le service à la fin. S'il y a des SLA sur le problème management, par exemple. Les incidents, vous avez dit que c'est un peu particulier. Disons, il y a les problèmes qui sont spécifiques à une équipe, et normalement, l'équipe peut gérer ces problèmes tout seul. Et puis après, il y a les problèmes qui concernent plusieurs équipes, qui concernent plusieurs tableaux Kanban. Et là, il faut un niveau de coordination. Ça se fait soit à un niveau supérieur, avec un autre tableau Kanban. Par exemple, on peut avoir un tableau Kanban pour le Project Management Office, avec chaque projet correspondant à une carte. D'accord? Et puis, derrière le projet, il y a tous les différents livrables que chaque équipe doit fournir. D'accord? Donc, on a un bas niveau, le tableau Kanban pour chaque équipe, et un plus haut niveau, le tableau Kanban pour le projet, et encore un plus haut niveau, le tableau Kanban pour tous les projets, tout le portefeuille des projets. Donc, certains problèmes qui touchent à plusieurs équipes peuvent être gérés au niveau d'un tableau Kanban fédérateur. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux pauvres gestionnaires des problèmes? Je pense que ça veut dire que l'approche d'avoir un rôle et une responsabilité spécifique pour la gestion des problèmes vraiment pas très efficace. Ça rajoute autant d'administration et de lourdure que ça apporte comme valeur. Je pense que c'est mieux de laisser aux gens de gérer leurs propres problèmes au bon niveau dans l'entreprise. Il y avait... Je voudrais reprendre la question de monsieur là, par rapport au délai de livraison. Quand c'est un changement ou quand c'est une demande, on a le client qui nous demande aussi un délai. Il y a un SLA qui définit le délai pour livrer le service. En fait, ce qui est important pour les clients, c'est pas forcément le délai, mais plutôt que le délai soit prévisible. D'accord? Le client veut savoir que chaque fois qu'on exécute un certain service, que le délai va être plus ou moins la même chose. Et donc c'est prévisible. C'est ça qui est important. Avec Kanban, on arrive à rendre des services de manière prévisible beaucoup plus facilement. Et donc on gagne la confiance
du client. Et le client, à terme, va commencer à comprendre que s'il fait la demande, il va avoir un résultat dans un certain temps. Et il n'a pas à s'occuper de ça et à toujours poser la question, quand est-ce qu'on va l'avoir? Quand est-ce qu'on va l'avoir? Mais quand on a un système où tout arrive et tout est poussé sur les assiettes des gens, et quelque chose qui demande 1 heure de travail et prend 3 semaines, c'est tout à fait normal si on travaille à 99%, qu'1 heure de travail va durer 3 semaines. C'est tout à fait normal. Les gens, les personnes sont un peu quand même comme les processeurs dans les ordinateurs. Si j'ai un processeur qui tourne à 20%, je peux demander une tâche, je vais avoir un résultat très rapidement. Si j'ai un processeur qui tourne à 95%, la même tâche va durer beaucoup plus longtemps, exponentiellement plus longtemps. D'accord? C'est la même chose pour les personnes. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que les clients ont perdu la confiance en l'informatique. Parce qu'on essaie de faire trop de choses à la fois. Si on arrive à faire une chose à la fois et montrer qu'on est capable quand même de livrer des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fiablement, les clients vont arrêter de poser ces questions. C'est plus un problème. D'accord? Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps pour arriver là. D'accord? Pas beaucoup de temps, mais il faut une certaine foi que ce système va fonctionner. Voilà. D'autres questions? Alors, si jamais, pendant le cocktail que vous attendez avec impatience, vous avez d'autres questions, je suis prêt à entretenir vos remarques. Merci beaucoup. Merci beaucoup.